Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année sur la chaîne So Ideas. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des livres lus en 2025. Cette vidéo, je l'ai découpée en 3 parties. Donc on a d'abord les objectifs 2025. Est-ce qu'ils ont été accomplis en termes de livres? Je te présenterai ensuite mon top 5 ou plutôt mon top 6 de l'année et on finira avec les objectifs pour cette nouvelle année. En 2025, je m'étais mis comme objectif de lire 35 livres. Est-ce que j'ai réussi? Eh bah, pas vraiment. Mais je m'en approche pas mal, puisque j'en ai lu 27 sur 35. Alors c'était à la fois des livres audio, puisqu'il faut savoir que j'ai 2 heures de route pour aller au travail, donc à chaque fois je mets des livres audio, donc ça me fait déjà à peu près 10 heures d'écoute par semaine de livres audio, donc j'en lis facilement un toutes les 2 voire 3 semaines. Il y a aussi des livres papier évidemment, mais des livres à la fois de romans, mais aussi des livres un peu type psychologie, etc. Donc il y a 3 catégories on va dire distinctes. Donc sur ces 27 livres que j'ai lus, donc je les ai tous rentrés sur l'application Goodreads. Je sais pas si vous connaissez, moi j'utilise pas mal. C'est vrai que je suis pas la meilleure des élèves parce que je fais pas non plus le résumé hyper détaillé, on va dire, mais je mets au moins les notes et je mets à jour dès que j'ai commencé un nouveau livre ou que j'en ai arrêté un. Donc je vous mettrai d'ailleurs le lien de mon Goodreads si vous voulez dans la description si ça vous intéresse. Donc d'après le bilan qui sort chaque année, parce que sur cette application donc on renseigne tous les livres qu'on a lus, nos points de vue, les nombres d'étoiles, etc. On peut voir les livres qui sont lus par les personnes qu'on suit, etc. On peut accéder à des listes de lecture, de recommandations, etc. Et à la fin de l'année, on a le récapitulatif du challenge. Donc moi, c'était là où je m'étais mis des 35 livres lus. J'ai écouté 11 livres audio. Parce que bon, j'écoute pas que des livres audio, j'écoutais aussi pas mal de podcasts, donc sur les 10 heures de route par semaine, il n'y avait pas que des livres audio, on va dire. J'ai lu 11 romans papier, et les 5 autres livres, c'est des livres plutôt psychologie ou autres, qui n'ont rien à voir avec des romans. Et donc, le total en termes de nombre de pages, c'était 12,6 000 pages. Donc c'est quand même pas mal, ça veut dire que j'ai lu en moyenne 1000 pages par mois. Donc je suis plutôt fière de moi en vrai, franchement. Bon, j'ai pas fait les 35, mais j'en ai fait quand même 27. Et dis-moi dans les commentaires d'ailleurs quel est, si tu utilises cette appli ou si tu l'utilises pas même, le nombre de livres que tu as lus. Et puis tu peux nous partager aussi ton top 3 ou top 5 de tes lectures. Comme ça on pourra tous interagir et avoir des nouvelles idées de lecture tous ensemble. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, donc sur So Ideas pour présenter, donc c'est une chaîne où je parle de toutes mes passions. Il faut savoir que j'en ai pas mal des passions, mais les principales ça reste quand même la cuisine. Donc j'ai fait pas mal de vidéos de cuisine aussi bien avec mon copain que mon papa. J'ai également comme passion les jeux de société, donc là j'ai fait aussi pas mal de vidéos de recommandations. Et en dernier c'est plutôt les livres, la lecture. J'en ai pas encore fait beaucoup sur la chaîne, même si je peux te mettre quand même là ici la playlist des vidéos sur la lecture, mais j'aimerais bien en faire davantage sur l'année 2026, donc on verra si j'arrive à le tenir. En tout cas, si ces thématiques te parlent, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, parce qu'en fait je vais pas balayer tous les livres que j'ai lus de l'année parce que ça serait hyper long, donc je me contente quand même de faire juste un top 5. Et j'ai rajouté quand même une lecture dans ce top 5, donc finalement il y aura 6 lectures. C'est pas forcément un coup de cœur, vous allez voir, mais c'est une lecture que je trouve que tout le monde devrait lire et qui fait sens aussi avec l'actualité du jour. Ce que je te propose, c'est que je vais pas te spoiler, donc on va commencer par le dernier livre du top 5 et puis on finira par le top 1. En 5e position, le livre c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui a été écrit par Taylor Jenkins. Je triche un peu raide. Ça, c'était une lecture que j'ai fait en livre audio, et je sais que, à mon avis, t'en as déjà entendu parler parce qu'il était vachement repris sur TikTok, etc. Mais c'est pas
TikTok qui m'a donné envie de le lire, c'est vraiment, j'en avais déjà entendu parler. Et je sais d'ailleurs qu'il va être bientôt adapté au cinéma, donc en vrai j'ai hâte de voir si ce que j'ai imaginé c'est proche de la réalité après du film. Donc on va voir. Dans ce livre, on suit comme personnage principal Evelyn Hugo, donc c'est une actrice américaine qui est très connue, très charismatique et qui en impose, vous voyez. Et bon, les années ont passé, maintenant bon, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, on va dire, et elle décide avant, entre guillemets, de mourir, voilà. Elle a envie de partager sa vie, de faire une autobiographie, et pour ça, elle fait appel à Monique Grant, qui est une journaliste, mais qui est pas la plus grande des journalistes, qui est pas vraiment connue. On se demande d'ailleurs pourquoi cette actrice qui est si connue, mondialement connue, elle choisit entre guillemets une petite journaliste pour raconter sa vie. Elles vont se rencontrer plusieurs fois. Evelyn va raconter au fur et à mesure toute sa vie. Mais ce qui est le plus fantastique dans sa vie, c'est qu'elle a eu 7 maris, 7 relations amoureuses plus ou moins compliquées. Et durant les échanges, on va en apprendre plus sur toutes ces relations. Et on va se rendre compte qu'aussi, à travers la célébrité, la fortune aussi, se cachent des secrets bien lourds que le public est loin d'imaginer. Et on se rend compte aussi forcément que toute cette vie qui peut vraiment donner envie d'apparence, etc., c'était pas forcément la vie la plus heureuse. On aborde aussi dans ce livre des thématiques assez poignantes, savoir le deuil, la maladie et aussi l'homophobie. Puisque cette histoire, elle débute dans les années 50, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas forcément facile. Enfin, je peux pas te raconter en détail les autres aspects des différentes relations qu'elle a vécues, parce que sinon ça va te spoiler, tout simplement. Mais c'est vrai que chaque relation était différente, et c'est hyper intéressant à suivre l'évolution aussi de cette Evelyn, comment elle a grandi, comment elle a vécu toutes ces histoires. Mais ce qui reste un peu énigmatique, c'est quand même le choix en fait de cette journaliste. Et on va se rendre compte à la fin du coup pourquoi elle a été choisie. Et c'est vrai que ça, on ne s'y attendait pas. Je sais que j'avais hâte d'aller au travail, mais simplement pour avoir la suite de cette histoire sur la route. Le seul point négatif de ce livre, c'est que je trouve que ça n'a pas été assez détaillé la vie de cette Monique. Enfin, on en apprend un peu, mais c'est vraiment 90% du livre, c'est sur cette actrice Evelyn Hugo. Donc je recommande vivement cette lecture. Pour moi, c'était une 5 étoiles, comme toutes les autres lectures que je vais te recommander ici. Donc n'hésite pas à lire si tu aimes les romances. Alors c'est pas du tout un roman cucul-à-praline, parce que ça je déteste les livres comme ça, enfin en tout cas ça ne me plaît pas. Dans mon top 4, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un livre sur la psychologie et sur la transmission des traumatismes. C'est un livre que j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je pourrais te la mettre d'ailleurs ici. C'était un club lecture avec mon papa d'ailleurs, si ça t'intéresse. Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé en cette année 2025, même si je pense que j'ai pas encore fini ce travail. Donc ce livre, c'est Cette douleur n'est pas la mienne. Ça a été écrit par Mark Walling. Ce psychologue, il raconte un peu comment s'en sortir et briser le cercle de la transmission des traumatismes, puisqu'il faut savoir qu'en fait les traumatismes qu'ont subi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et même des tantes éloignées, etc., peuvent avoir des incidences sur notre vie actuelle, et en fait ces traumatismes se transmettent de façon héréditaire, et donc il est important d'en prendre conscience. Déjà, c'est la première étape, mais aussi de savoir comment faire pour que ça n'affecte pas notre vie. En gros, il raconte un peu les traumatismes de ses patients et comment ils vivent avec, etc. Et il te donne pas mal de petits exercices à faire, je crois qu'il y en a une vingtaine, une trentaine. Moi c'est vrai que je m'étais pris un petit carnet pour noter au fur et à mesure tous les exercices, etc. Et c'est un vrai travail sur soi, c'est pas une lecture qui se lit comme ça. Moi je pense que j'ai mis 1 ou 2 mois à le lire, parce que c'est plutôt une méthode, donc il faut prendre son temps, et ça permet de mieux se connaître. Là il y a un exercice qui était beaucoup plus long que les autres qu'il faut que je fasse en cette année 2026, c'est de faire une sorte d'arbre, pas généalogique, mais si généalogique, mais un arbre des traumatismes, pour savoir un peu, voilà, dans telle branche, telle personne a vécu tel traumatisme, je sais pas, à la mort d'un enfant jeune, etc. Et pour m'aider à déjà comprendre l'histoire familiale, puisque c'est hyper important, mais aussi à voir comment ça peut impacter ma vie actuelle, parce que j'ai pas mal de crises d'angoisse, etc. Donc c'est important pour moi de voir d'où ça peut provenir, tout simplement. Ça, je
le recommande vraiment à toute personne qui veut en apprendre plus sur soi, sur sa famille. Ce livre, il est quand même très accessible en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir déjà un peu travaillé sur le sujet, etc. Ça se comprend très facilement. Moi, je sais que là, je l'ai prêté à mon père, il y a ma mère aussi qui va le lire, ma soeur, un peu toute la famille, et je le recommande pas mal autour de moi, donc c'est pour ça qu'il fait partie de ce top 5. Et oui, aussi, j'ai oublié de dire, mais si cette thématique un peu des transmissions, des traumatismes t'intéresse, il y a une série Netflix qui s'appelle Le chemin de l'Olivier qui aborde cet aspect, donc n'hésite pas à la regarder. Plutôt sur les constellations familiales, je pourrais d'ailleurs en parler dans une autre vidéo, je sais que moi j'en ai réalisé une et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, en troisième position, c'est un roman de Melissa d'Acosta qui est en 2 tomes d'ailleurs. C'est Je revenais des autres. C'est le deuxième roman que j'ai lu de Melissa d'Acosta après Tout le bleu du ciel et il m'a vraiment profondément marqué aussi. Et je recommande d'ailleurs cette lecture plutôt dans cette saison finalement l'hiver. Vous allez comprendre pourquoi. On suit Ambre, elle a 20 ans, c'est une jeune qui est peut-être un petit peu influençable et surtout très amoureuse de Philippe. Mais Philippe, il a 40 ans, donc c'est pas forcément les mêmes attentes de la relation, surtout que lui il est déjà marié, il a 2 enfants et il a sa vie à côté. Ambre, pour lui Philippe c'est toute sa vie. Et du coup, quand elle commence à se rendre compte que Philippe, il ressent pas forcément les mêmes choses qu'elle, elle décide de mettre fin à ses jours. Mais heureusement, elle ne réussit pas son objectif. Et Philippe, lui, il sait que forcément c'est quand même un peu sa faute, tout ce qui arrive à Ambre. Et que Ambre, elle fait comme elle peut, elle est très amoureuse et jeune. Et du coup, pour essayer de la sauver, il va faire en sorte qu'elle puisse avoir un travail dans un chalet de montagne, dans une station, et qu'elle puisse travailler une saison pour entre guillemets, changer les idées. Ambre, en arrivant là-bas, elle a pas du tout d'attente, elle sait que c'est la bonne chose, mais elle a pas forcément non plus envie de vivre ça, elle veut pas se retrouver loin de Philippe, etc. Et finalement, en fait, ça s'avère être la plus belle aventure de sa vie, je pense. Elle va faire la rencontre de Tim et Rosalie, du coup dans ce chalet, qui eux aussi on va comprendre ont des histoires pas faciles. Ils vont former comme ça un trio et ils vont s'aider tous ensemble à se reconstruire, à apprendre à nouveau à s'aimer, à faire confiance, etc. C'est un peu un roman reconstruction, mais il est à la fois aussi très cocooning, même s'il aborde des thématiques pas faciles. C'est pas forcément un roman léger, pas du tout. Je trouve que c'est quand même un roman fort. Donc je recommande vivement encore cette lecture top 3 de cette année. Vous allez voir, il y en aura peut-être un deuxième de Melissa d'Acosta dans le top, je vous spoil pas. Ensuite, mon top 2, du coup, c'est Tata de Valérie Perrin. Là aussi, j'en avais parlé, il me semble, dans une autre vidéo. De toute façon, je te mettrai les liens de toutes les vidéos qui peuvent t'intéresser dans cette thématique. Donc, n'hésite pas à les regarder aussi. Ce livre, je l'ai écouté aussi en livre audio. En fait, on va suivre Agnès, qui vit sa vie aux États-Unis en tant que réalisatrice. Elle est divorcée d'un acteur connu, Pierre, etc. Elle vit sa vie, quoi. Et en fait, du jour au lendemain, elle va recevoir un appel de la gendarmerie de son petit village natal Guignon qui va lui dire votre tante Colette, elle est décédée. Agnès, elle comprend pas parce que sa tante, elle est déjà décédée il y a 3 ans. Et si attends, si ma tante, elle est morte il y a 3 ans, mais qui est mort là? Ou alors l'inverse, elle peut pas être morte 2 fois. Donc il y a forcément une autre personne qui a été morte à sa place. Ça la perturbe beaucoup et elle veut vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Du coup, elle fait le déplacement jusqu'à son village natal où elle va mener son enquête et elle va renouer aussi avec ses amis d'enfance qui vont beaucoup l'aider. Il va y avoir plusieurs époques, l'époque actuelle, l'époque du passé. Donc c'est pas non plus toujours facile à faire les liens, mais je trouve que c'est quand même assez fluide. On va du coup en apprendre beaucoup plus sur la vie de Colette, qui se plaint jamais, qui dit rien, pas un mot plus haut que l'autre. Donc c'était la cordonnière du village, elle était passionnée de foot, mais genre passionnée vraiment beaucoup. On en parle d'ailleurs pas mal du foot dans ce livre pour ceux qui aiment. Elle avait un frère, c'était Jean, le père de Agnès. Et lui, c'était un pianiste vraiment virtuose. Et on se rend compte que Colette, elle a quand même mis beaucoup sa vie de côté pour que son frère puisse avoir une belle vie. Je peux pas trop vous raconter parce que là, sinon, je vais vous spoiler. Mais en tout cas, c'est plein de rebondissements. C'est une vraie aventure avec pas mal de secrets qu'on délie petit à petit avec les indices, notamment les cassettes qui ont été enregistrées par Colette et données dans un carton à sa mort pour que Agnès puisse résoudre cette enquête. C'est du coup encore un 5 sur 5 évidemment. Moi j'adore ce type de livre d'enquête avec des secrets de famille.
Et du coup, en top 1, c'est en fait le livre qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus aimé, même si c'est pas du tout le livre auquel je pensais un jour lire. C'est un livre de Melissa d'Acosta et c'est La Doublure. La Doublure, je pense que c'est le livre le plus sombre qu'elle ait écrit. C'est vraiment des années-lumière de tout le bleu du ciel, plein de vie, plein de couleurs. Non. Là, c'est vraiment un roman noir de chez Noir. Et là aussi, je l'ai écouté en livre audio et je sais que la version en livre audio est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'ai vraiment été plongée dedans. Et c'est quand même un petit pavé parce que je crois qu'il fait 600 pages. Donc en lecture audio, je crois que j'en avais pour plus de 20 heures, mais bon, j'ai adoré. En fait, dans ce livre, on va suivre un trio qui est composé... Alors attention, tenez-vous bien, parce que l'histoire est assez recommandée. Je vais pas vous spoiler du tout, mais vous allez comprendre un peu comment ce livre est malsain, toxique, noir. Et pour autant, en fait, j'ai été vraiment genre malaisée pendant tout le livre. Mais à la fois, j'étais vraiment dans une sorte d'addiction où je voulais vraiment savoir le mot de la fin. Dans ce trio, on va avoir Evie. Evie, c'est une jeune femme qui s'est fait vraiment genre lâcher salement par son mec. Et du coup, elle se retrouve un peu seule et puis sans emploi aussi. Cette Evie, du coup, elle fait la rencontre de la deuxième personne du trio, et pas des moindres, c'est Clara Manon. Donc elle, c'est une artiste peintre qui commence de plus en plus à être connue. Et la troisième personne, c'est Pierre. Pierre, c'est tout simplement le mari de Clara. Mais alors, vous allez me dire, mais comment ils se sont-ils rencontrés? Pierre a rencontré par hasard Evie et lui a proposé un travail. Et ce travail, c'est d'être l'assistante de sa femme, Clara. Et au fur et à mesure que ce job commence, en fait, Evie, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la simple assistante, mais qu'au fur et à mesure, en fait, elle va devenir réellement sa doublure, comme le nom du livre l'indique. Sa doublure, parce que Clara, elle n'aime pas du tout les mondanités. Elle veut pas que son visage soit vu, etc. Evie va devenir le vrai visage de Clara aux yeux de tous pendant les vernissages, les événements, etc. Et vous vous doutez bien qu'en remplaçant ainsi Clara, elle prend aussi un peu le rôle de Clara dans sa vie privée auprès de Pierre, son mari. Et là, c'est juste le début de la toxicité de cette relation. On aborde aussi pas mal de thématiques assez noires, comme notamment les addictions à la drogue. On apprend aussi pas mal sur l'art, pas n'importe quel art, puisque c'est le romantisme noir, puisque c'est le genre de peinture que cette Clara peint au quotidien. On parle aussi également de dépression. Donc c'est vraiment un roman noir de chez noir de chez noir. Et on se demande un peu où ça va finir en fait ce trio, parce que ça va en fait crescendo et on se dit mais ça va s'arrêter quand? Et je suis vraiment tombée des nues de cette fin. Je pense que c'est un des livres qui m'a vraiment le plus retournée, genre j'arrivais même plus à lire de livres, genre pendant une semaine j'étais là. C'est vraiment une histoire qui m'a retournée. Je pense qu'elle mérite amplement le top 1 de ce top. Bon voilà, du coup là je t'ai fait déjà mon top 5 et je t'ai dit qu'il y en avait une 6ème. Et oui, tu as bien suivi, j'espère. Ce 6ème livre, je l'ai d'ailleurs avec moi, c'est presque le seul. C'est le seul en fait. Ce livre, c'est Un monde sans fin, donc ça a été écrit par Jean-Marc Jancovici et ça a été dessiné par Christophe Blanc. C'est d'ailleurs la seule BD que j'ai lue de cette année. C'est vrai que je lis pas beaucoup de BD, mais je me suis rendu compte qu'en vrai, j'aime vraiment bien les BD. Je trouve que ça change vraiment des lectures. C'est pas prise de tête, ça se lit facilement. En une semaine, je l'avais lu. C'est sorti en 2024. Et en fait, ça aborde les thématiques du réchauffement climatique, les énergies. C'est une BD qui est accessible à tous et que je pense que tout le monde devrait lire. Pour ceux qui s'intéressent un peu à ces thématiques et qui ont envie d'en apprendre plus, c'est vraiment la BD idéale. J'aime beaucoup aussi les dessins. Je trouve que c'est plein d'humour, c'est très... Il y a beaucoup de schémas aussi pour expliquer par exemple qu'est-ce que c'est une centrale nucléaire, comment ça fonctionne, etc. Et donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Donc on a forcément le climat, comment le climat évolue, comment la Terre se réchauffe et surtout pourquoi elle se réchauffe. On apprend aussi les différents types d'énergie, comment avant, comment ils faisaient pour vivre quand ils n'avaient pas les énergies auxquelles on a accès. Quel avenir pour nos énergies à l'heure actuelle avec tout ce réchauffement climatique. Donc le climat et le réchauffement climatique sont expliqués à travers plusieurs sphères, à la fois la sphère économique, les sphères aussi sociétales et la sphère forcément environnementale. Et en fait c'est vrai que je trouve qu'on entend beaucoup parler du réchauffement climatique, etc. mais je trouve que c'est pas assez expliqué simplement. Il y a quand même un fort accent qui est mis sur le pro-nucléaire. Pour moi c'est un peu l'ouverture à avoir en 2026 sur ces thématiques-là. Alors maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo, donc c'est les objectifs pour cette année tout simplement.
vu que l'année dernière j'ai lu 27 livres, et bien là je pense que de vous à moi, je me mets comme objectif d'en lire 30. Dans ces 30, j'aimerais continuer à lire pas mal de livres audio aussi, pour m'occuper aussi pour aller au travail, etc. Mais j'aimerais aussi lire beaucoup plus en anglais, parce que je m'étais rendu compte que avant je lisais beaucoup en anglais quand j'étais en Australie, etc. Mais là, j'ai regardé tous les livres, je pensais avoir lu en anglais, mais je n'ai pas lu un seul livre. Enfin, si, j'ai lu des livres en anglais, mais je les ai pas finis encore. Donc là, j'aimerais bien lire au moins 3-4 livres en anglais. J'aimerais aussi réduire toute ma palle, parce que là sur mon étagère, là j'ai quand même 3 étages, on va dire, de livres que je n'ai pas lus. Et j'aimerais aussi du coup ne pas en racheter. À part vraiment, moi je sais que je vais craquer dans tous les cas, c'est normal, mais j'aimerais me limiter au maximum parce que j'ai déjà au moins, j'ai facile les 30 livres à lire de cette année déjà en possession. Donc j'aimerais vraiment écouler les stocks, on va dire. Et là pour le moment, si je dois dire les 3 livres qui me tentent le plus là pour cette année, voilà, alors on va les regarder ensemble. Donc ça, c'est un peu dans la lignée un peu du livre sur les traumatismes familiaux que j'ai lu. C'est un livre qui est écrit par Bessel van der Kolk, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Le corps n'oublie jamais rien. Non, le corps n'oublie rien. Voilà, j'ai rajouté un petit mot. Et c'est sur un peu l'impact des traumatismes dans notre cerveau et dans notre corps physique. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Alors je sais que c'est une petite bible parce qu'il fait plus de 600 pages, voilà, donc ça va m'occuper, mais j'aimerais bien me dire, allez vas-y, je consacre peut-être 1 heure par semaine à lire ce livre, et surtout à en prendre des notes, parce que là j'ai lu pas mal de livres, mais tous les livres un peu, entre guillemets, que je qualifie d'apprentissage, cette année j'ai vraiment pris pas mal de notes aussi sur mon PC, donc j'ai envie de continuer ça, parce que sinon on oublie en fait tout ce qu'on lit, et surtout pour des romans aussi importants que ça, je n'ai pas envie de rater une miette. Après, j'ai aussi envie de m'intéresser à des lectures classiques. Je sais que je n'ai jamais lu encore le journal d'Anne Frank et que j'ai vraiment envie de le lire. Ça, c'est un des classiques. Je pense que je peux pas continuer l'année 2026 sans le lire. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter de toute façon, tout le monde le connaît. Et puis après, comme j'ai dit, j'ai envie de continuer à m'instruire un peu sur les thématiques du climat, etc. J'avais notamment acheté le livre de Greta Thunberg que je n'ai toujours pas lu, donc il faut que je le lise. Et puis après, forcément, j'ai envie de continuer à me faire plaisir avec des romans, avec des énigmes, des thrillers, des secrets familiaux et tout ça. C'est vraiment le type de livre que j'ai envie de lire. Mais surtout, j'ai pas du tout envie de me mettre la pression cette année 2026. J'ai juste envie de lire ce que j'ai envie, quand je veux, sans pression. Et puis c'est tout, juste à kiffer, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel livre vous tente le plus à lire pour cette année 2026. Et j'espère qu'on peut se souhaiter tous ensemble de vivre de merveilleuses lectures. En tout cas, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur So Ideas et je te fais des bisous. Allez, bisous bisous!